Des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, Clotilde essaye en votre compagnie au micro de Canal M qui produit ce balado. Je voudrais vous saluer à toutes et à tous la bienvenue, vous qui lisez par les oreilles et par habitude, ou alors peut-être vous qui un jour allez y prendre goût si vous écoutez ce balado qui n'est consacré qu'aux livres sonores. Plein de nouveautés aujourd'hui, histoire de vous y retrouver un petit peu dans, je sais pas, c'est comme une bibliothèque sonore que je vous offre aujourd'hui. À commencer par le prix Renaudot. Je voulais vivre. Milady n'est pas une femme qui pleure, elle est de celles qui se vengent, d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Et puis, j'ai été extrêmement touchée par un livre sur lequel je suis tombée un peu par hasard et qui par hasard aussi existe en audio. C'est un livre qui s'appelle « L'homme qui lisait des livres » et qui nous amène au cœur de Gaza, où, croyez-le ou non, il y a encore des endroits qui fleurent bon la poésie, et notamment une librairie. Et on va découvrir un magnifique extrait de L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, et c'est lu également par l'auteur. Donc Rachid Benzine, en tout cas j'aurais un petit peu peur au niveau de la prononciation de son nom. Après, nous allons suivre Olivier Dubois, prisonnier d'Al-Qaïda pendant presque 2 ans, qui nous raconte cette véritable traversée du désert au propre comme au figuré. Et puis, pour conclure cette première partie, Salman Rushdie a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre et son combat pour la paix. Ce sera, je trouve, l'occasion d'entendre ou de réentendre un extrait de son dernier livre, en fait l'avant-dernier maintenant, parce que depuis, il a sorti un recueil de nouvelles, mais Le Couteau était un livre, mais non pas un roman, un récit de ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est fait attaquer au cours d'une conférence. Le Couteau s'est paru l'an dernier, c'est sur papier et c'est en audio. Alors, je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre en 2 mots, comme ça se prononce, Clermont et Tonnerre, et aussi comme ça se prononce. Je voulais vivre où l'histoire revue et corrigée par cette jeune autrice, l'histoire de Milady de Winter. Bon, Milady de Winter, ce personnage au départ de fiction, qu'on retrouve notamment dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pour mémoire, c'est une espionne, elle est au service du cardinal de Richelieu, experte en séduction et en manipulation. Elle est l'une des ennemies les plus redoutables des mousquetaires, à commencer par D'Artagnan. Une contre tous, et tous contre une. Bon, alors, c'est que il y a des critiques qui ont dit « Waouh, il en fallait de l'audace pour s'attaquer à la légendaire Milady de Winter des Trois Mousquetaires. Il en fallait du talent et de l'imagination, en parlant de cette autrice, pour se glisser dans les interstices, et c'est ce qu'elle a fait, du chef-d'œuvre de Dumas, et ainsi ressusciter avec vraisemblance cette figure de la littérature française. » Eh bien, elle y arrive, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. En plus, il semblerait qu'elle ait une plume absolument superbe. Il y a un souffle romanesque digne des plus grands classiques à la française, dont, bien évidemment, Monsieur Dumas. Alors, à travers la voix de D'Artagnan, cette autrice-là offre une nouvelle lecture du mythe de Milady. Elle transforme la figure diabolique du roman de Dumas, donc qui est Milady, en une survivante qui lutte contre un destin absolument implacable. C'est le portrait, sous cette autrice-là, c'est le portrait d'une femme libre qui mène pour sa survie un jeu dangereux puisqu'il va y avoir procès et qu'elle sera décapitée. Mais lors du procès, on va apprendre tellement de choses et on va s'apercevoir que cette femme-là est effectivement une femme redoutable et ambivalente, qu'elle a un passé trouble, mais qu'elle est à la fois la victime de son histoire, pas seulement celle qui en est à l'origine. Elle a vraiment été victime
de ses bourreaux, en l'occurrence les hommes, les plus précisément d'Artagnan et les trois mousquetaires. Bref, un thème super intéressant, abordé là par, je vous rappelle son nom, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. C'est maintenant disponible en livre audio et ça s'appelle « Je voulais vivre ». En voici un extrait. C'était il y a presque 10 ans. Mais par cette nuit froide et sans lune, dans une maison de passage en lisière des bois, le cauchemar recommence. Ils ravivent entre eux le souvenir d'un autre temps et d'une autre forêt. Elle tremble, les poings perdus dans les replis de sa robe bleue. Elle a le sentiment d'assister à la scène plus que de la vivre. Comme si elle leur abandonnait déjà ce corps chiffon, ce corps matière, tandis que son esprit, hors de portée, reprend sa course folle. S'enfuir. Par tous les moyens, ils vont la tuer. Derrière Charles d'Artagnan, entre à présent Isaac, colossal, et Henri, dont les manières et la mise cachent un ennemi redoutable. Ils sont suivis de cet Anglais exécrable, Percy de Winter, ce prétendu lord qui l'a séquestré des jours durant. Ce fou vindicatif à qui elle vient d'échapper après avoir puisé au plus profond de ses ressources, de son intelligence, de sa volonté. S'enfuir. Mais apparaît un homme dont le visage est dissimulé sous la capuche de son long manteau rouge. Puis les domestiques qui rejoignent leur maître. Elle les compte. 4 serviteurs. Eux aussi bloquant les ouvertures. Eux aussi menaçants, résolus. Elle les compte de nouveau. Ils sont 10, et elle est seule. 10 soldats rompus à l'art de la guerre. Contre leurs flancs, le fourreau des épées dont ils vont la transpercer. Elle lit sur leurs lèvres, dans leurs yeux, l'excitation des chasseurs. Elle scrute la pièce, cherchant un couteau, un tison, n'importe quel objet qui puisse l'aider à se défendre. Mais ils se groupent autour d'elle en un cercle infranchissable. Dans son dos, le mur. Partout, leurs épaules, leurs masses, leurs doigts qui l'attraperont, leurs bras qui la mettront à terre pour la soumettre, l'humilier, l'offenser, la salir. Olivier fait un pas vers elle, se détachant des autres. Elle se replie, voûtée, mais maintient sur lui son regard translucide, prête à encaisser les coups. Il déclare, avec l'air d'un juge qui ouvre un procès: « Nous demandons Charlotte Backson. » Le jugement. Armentières, septembre 1628. Elle ne répond pas, appuyée contre la paroi enduite de chaux. Sa poitrine se soulève à un rythme saccadé. Des mèches blondes s'échappent de ses cheveux noués en un chignon qui accentue la délicatesse de ses traits. Elle est d'une beauté à pleurer. Pas la beauté du diable, elle que l'on accuse d'être démoniaque. Non. Une beauté exquise. Celle d'Iseux avant le philtre d'amour. Celle des madones et des fées. Elle semble incarner cette pureté si chère aux hommes qui tirent leur fierté de pouvoir l'effacer. L'illusion de douceur peut s'installer parce qu'elle a le regard baissé à présent, parce que personne ne voit briller dans ses yeux les orages mêlés de peur et de révolte. Olivier répète, plus fort cette fois: « Demandons Charlotte Backson, Anne de Breuil, Milady de Winter ou celui des noms que vous voudrez porter aujourd'hui, car aucun ne vous permettra désormais de vous échapper. »« C'est moi. Tu sais que c'est moi, » murmure-t-elle. Un silence se pose en même temps que le regard d'Olivier sur elle, plein d'un mépris qui lui broie le cœur. « Nous voulons te juger pour tes crimes, » annonce-t-il.
Je voulais vivre, c'est le titre de ce livre et c'est aussi ce que crie Milady au cours du procès. Milady qui va choisir la vengeance quand d'autres s'abandonnent aux larmes. C'est vraiment un bouquin très très touchant, très très bien écrit et rappelons-le, cette femme a finalement été exécutée à l'âge de 25 ans. Maintenant, on va passer à l'homme qui lisait des livres. Alors ça nous amène au cœur de Gaza. Nous avons tous en ce moment des images en tête de ce à quoi ressemble le décor des Gazaouis qui vivent là-dedans. On sait tous, en tout cas beaucoup se sont réjouis lorsqu'il y a eu finalement cette trêve qui n'en a pas été vraiment une, mais qu'en a été vraiment une pour les Israéliens, mais pas tellement pour les Gazaouis. On se demande quand est-ce que ça va être reconstruit, tout ça, et on se demande surtout, est-ce qu'il peut y avoir des fleurs qui poussent au milieu des ruines? Est-ce que ces fleurs-là peuvent ressembler à des livres? Est-ce que ces fleurs-là peuvent être lues comme on épluche une marguerite au milieu des ruines? Eh bien, le livre que je vous présente maintenant nous le prouve. Livre écrit et lu par Rachid Benzine. Apparemment, c'est ainsi qu'il faut prononcer son nom. Je vous lis le résumé tel qu'il est parce que je le trouve très bien écrit et il résume parfaitement ces pages. Entre les ruines fumantes de Gaza et les pages jaunies des livres, un vieil homme attend. Il attend quoi? Peut-être que quelqu'un s'arrête enfin pour écouter, car les livres qu'il tient entre ses mains ne sont pas que des objets, ils sont les fragments d'une vie, les éclats d'une mémoire, les cicatrices d'un peuple. Quand un jeune photographe français pointe son objectif vers ce vieillard entouré de livres, il ignore qu'il s'apprête à traverser le miroir. N'y a-t-il pas derrière tout regard une histoire, celle d'une vie, celle de tout un peuple parfois? Ça, ce sont des mots qui émanent de la bouche même du libraire. Commence alors l'odyssée palestinienne d'un homme qui a choisi les mots comme refuge, comme résistance et comme patrie. De l'exode à la prison, des engagements à la désillusion politique, du théâtre aux amours, des enfants qu'on voit grandir et vivre, aux drames qui vous arrachent ceux que vous aimez, sa voix nous guide à travers les labyrinthes de l'histoire et de l'intime, dans un monde où, faut-il le rappeler, les bombes ont toujours le dernier mot. Il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie, non pour fuir le réel, mais pour l'habiter pleinement. Comme si au milieu du chaos, un homme qui lit était la plus radicale des révolutions. Je vous propose un extrait de ce livre-là, L'homme qui lisait des livres. C'est lu également par Rachid Benzine. Asseyez-vous tranquillement et écoutons et dégustons. Tous les rideaux sont baissés et le cortège avance sous les cris des soldats. Le visage sous des cagoules. Ce sont des images attendues par la rédaction, alors postées à l'angle d'une ruelle. Tu captures des images en rafale et tu les enverras tout à l'heure à Paris. Elles viendront légender un article sur la situation au Proche-Orient, loin, bien loin du quotidien. Seul existe ce qui hurle, ce qui menace, ce qui tue. Une image rassurante pour la bonne conscience de l'Occident. 3 ruelles plus loin, c'est un autre monde. Sur la porte de la librairie, écrit à la craie sur une petite ardoise, « Je reviens bientôt, mon ami. » Tandis que tu lis le message, tu entends dans ton dos, « Bonjour, monsieur le photographe français. » Il est là, habillé comme hier. Un sourire illumine son visage. Il te tend la main droite. L'autre tient un énorme sac rempli de livres. Il tire de sa poche une clé et relève la grille dans un grand tonnerre de grincement. Alors qui viendra aujourd'hui? Un gosse? Un vieux? Un professeur? Un amoureux? Un idiot? Personne? Parce qu'à Gaza, les livres, on en parle beaucoup. Mais qui les lit encore? J'exagère. Pour acheter ce lot de livres, j'ai dû me rendre jusqu'à Rafah. La contrebande. Voilà où on en est rendu pour accéder à ces bonheurs. Avant, je pouvais en avoir auprès des prêtres, des moines, mais aujourd'hui ils ont presque tous été chassés de la ville. Et pour entrer au sortir de Gaza, mais moi, je les attends. Je les attends tous, mes lecteurs.
Imaginaire ou réel, qu'importe. Je ne suis pas seul. Les mots des livres déchirent tous les silences. Ils s'imposent à vous. Le lecteur est un prisonnier consentant, attaché à l'illusion que chaque page tournée le libérera. Pourtant, il se perd toujours plus, absorbé, jusqu'à être incapable de se détacher de ce labyrinthe de mots. C'est pourtant ce supplice choisi qui me rappelle pourquoi je suis là, dans cette boutique à attendre. De toute façon, à Gaza, on attend toujours quelque chose. Tout le monde attend quelque chose. Je ne vous ai pas demandé votre nom hier. Julien. Julien Desmanges. Enchanté. Nabil Al-Jaber, votre serviteur. Excusez-moi de vous demander cela, mais la langue française, vous avez fait comment pour la maîtriser à ce point? Des cours, beaucoup d'appétence pour les écrivains de votre pays, des lectures en abondance et des années de prison. De la prison? Ne soyez pas si pressé. Le café d'abord. Il a des vertus pour le corps et l'esprit. Il entre dans la boutique, il te demande de l'attendre. Au milieu des livres, tout reste comme à distance, en arrière-fond, en murmure plutôt, un bruit à peine perceptible. Nabil Al-Jaber réapparaît, tasse, café et date sur un joli plateau qu'il dépose à vos pieds. Il te sert sans mot dire, s'assied auprès de toi et commence à boire lentement, sans se presser. Un café noir, fort, avec une pointe d'amertume qu'il savoure à petites gorgées. Une habitude, une manière de commencer ses journées, d'apporter un peu de chaleur dans la solitude de sa boutique. Il t'offre une date. Le sucre du fruit vient adoucir la légère âpreté du café. Chez ce libraire singulier, chaque geste, chaque gorgée, chaque bouchée est empreinte d'une sorte de calme, de mesure, de cérémonie, comme si tout devait être fait avec attention. Vous, qui tenez sur le seuil, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains, comme nous. Vous, qui tenez sur le seuil, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. Il me semble que si j'avais le livre papier sous les yeux, j'en soulignerais tellement des phrases. Le lecteur d'un livre est un prisonnier consentant des mots. C'est joli quand même. Je vous rappelle que vous venez d'entendre un extrait du livre L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, et c'était lui d'ailleurs, c'était lu par Rachid Benzine lui-même. C'est vraiment... C'est fantastique parce que dans un sujet comme celui-ci, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans le plus laid. En l'occurrence, cette librairie et ce vieil homme qui prend le temps au présent, ici et maintenant, de faire du café. Mais non pas de faire du café comme ça, non, de vivre le moment où il fait le café. J'imagine entre deux bombes, entre deux balles qui sifflent. Et on se dit, à chaque fois que j'entends parler de choses laides comme ça, ou de choses belles, c'est toujours un fait humain. Je veux dire, pour moi, c'est pas la faute d'un dieu s'il y a des bombes qui tombent sur la tête d'un peuple ou autre. C'est un fait humain, c'est un drame humain, c'est pas divin. Je veux dire, je peux pas croire qu'il y a un plan divin qui existe. Et de la même manière, ce qui est beau, c'est aussi grâce à l'homme. Et là, on va rester dans quelque chose de pas beau, hélas, mais à cause de l'homme. C'est un autre journaliste qui s'appelle Olivier Dubois, qui a été prisonnier d'Al-Qaïda dans le désert pendant 2 ans. Et là, il se raconte, et ça s'appelle « Prisonnier du désert ». C'est lu par Samuel Roussel Ayatou. Et ce qu'on va entendre là nous donne une bonne idée de ce qu'on peut vivre lorsqu'on est prisonnier aux mains d'Al-Qaïda, entre nowhere et nowhere, entre rien et rien, entre le néant et le néant, dans le désert de ces pays-là. On écoute un extrait de Prisonnier du désert d'Olivier Dubois. Je schlingue. Je le sais, ils le savent. Tassé entre mes gardes,
les jambes compressées contre le tableau de bord dans l'espace confiné du pick-up, je me liquéfie dans mes odeurs. Je ne me suis pas lavé depuis 5 jours. Record atteint. Après la tempête, nous avons souvent changé d'endroit, et l'eau se fait rare dans les steppes arides que nous traversons. Le peu que nous avons sert principalement à étancher la soif, à la cuisine et à leurs ablutions. Le boubou que je porte, lavé 5 jours auparavant, a viré du beige clair au marron pâle. C'est un livre ouvert, maculé de taches, de crasses et de souillures, qui raconte en dégradé le périple de ces derniers jours. Je ne contrôle rien, et certainement pas mon odeur. Dans cette nouvelle vie d'otage, la saleté, le manque d'hygiène quotidien sont une autre violence. Un coup de bélier dans l'estime de soi qui ronge insidieusement ma résistance mentale. Dans la fournaise du pick-up, je sombre, m'affaissant sur le tableau de bord. Le choc sourd de ma tête amorti par mon chèche me réveille. J'émerge dans l'opacité de mes lunettes scotchées de noir. Le véhicule file à vive allure sur la piste cahoteuse. Quelques minutes plus tard, je sombre à nouveau et retombe lourdement sur l'épaule du chauffeur qui me repousse. « Mais tu dors là ?»« Oui, désolé. Entre la vue, les conversations passionnantes et le confort, difficile de ne pas sombrer dans le sommeil. » Il laisse échapper un rire bref, surpris par l'insolence de la pique. L'horloge du pick-up indique 14 heures. L'effort pour déchiffrer l'heure est intense. Je n'ose pas bouger trop la tête pour ne pas trahir le fait que je parviens à voir une petite partie de mon environnement. Le talkie grésille, le conducteur saisit le récepteur. Une conversation en tamashek s'engage, couverte par le puissant vrombissement du V6 qui avale la piste dans un vacarme mécanique. Les mots s'évanouissent dans le bruit ambiant. Directement après l'échange, le Touareg effectue une embardée et change de direction. Je suis stupéfait par sa capacité à se repérer dans ce paysage monotone. Pourquoi avoir tourné ? Dans le désert, tout se ressemble, comment sais-tu où tu vas ? Je connais bien, c'est tout. Comme toi à Paris. Tu sais t'orienter dans ta ville, non ? Oui, mais il y a des panneaux, des rues, des bâtiments. Ici, il n'y a rien. Tu connais bien toute la région de Kidal et le nord du Mali ? Oui, toute la partie nord du pays. Un peu le Niger et la Libye. Sa réponse me laisse songeur. J'imagine la difficulté que j'aurais à me repérer dans les immenses territoires qu'il évoque. Le véhicule ralentit. Il gare le pick-up sous l'ombre d'un arbre touffu. Son compagnon saisit son fusil d'assaut Kalachnikov. « Nous avons quelque chose à faire ici. Tu vas t'asseoir de l'autre côté et regarder dans la direction opposée. » Un de ses comparses me tire sans ménagement, mais je me dégage fermement. 2 ans. 2 ans comme ça, à vivre c'est cette toute petite épreuve-là qu'il vient de vivre, hein, mais durant 2 années. Ça me fait penser au livre de Ingrid Betancourt, qui, hélas, ça n'existe pas. Elle avait été retenue aux mains des FARC en Colombie pendant très longtemps. Et elle avait vécu aussi dans des conditions absolument abjectes. Hélas, je n'ai pas trouvé trace de son livre en version audio commerciale. Il existe peut-être cependant en version accessible pour les personnes non-voyantes. Bon. Une autre victime de la folie humaine au nom de la religion, c'est Salman Rushdie. Salman Rushdie a reçu récemment en Ohio le Lifetime Achievement Award, qui est en fait une récompense décernée à Salman Rushdie pour son œuvre et pour son combat pour la paix. On se souviendra que Salman Rushdie non seulement est une des figures les plus marquantes de la littérature contemporaine, mais on se souviendra que lorsqu'il a sorti les versets sataniques, il avait été condamné à mort par la fatwa, par l'islam et plus précisément par l'ayatollah Khomeini. Il avait été obligé de vivre dans la clandestinité pendant plusieurs années. Et c'est après, quand il s'en est sorti, qu'il a raconté le couteau. Et c'est le récit de l'agression qu'il a subie en 2022, extrait. Le matin du 12 août, nous avons pris un petit déjeuner de bonne heure en compagnie des mécènes de la manifestation, à l'extérieur, sur la terrasse ensoleillée du majestueux hôtel Athénéum de l'institution.
Je n'aime pas les petits déjeuners copieux et je me contentais d'un café et d'un croissant. J'ai fait la connaissance du poète haïtien Sonny Tonaimé qui dirige le département des arts littéraires Michael I. Ruddle de Chautauqua et qui était chargé de nous présenter sur scène. Nous avons brièvement parlé de livres et de la question de savoir s'il est bien ou mal de commander de nouveaux ouvrages sur Amazon. J'avoue qu'il m'est arrivé de le faire. Puis nous avons traversé le hall de l'hôtel, franchi une petite cour pour gagner les coulisses de l'amphithéâtre, où Henry m'a présenté à sa mère nonagénaire, ce qui fut charmant. Juste avant que nous n'entrions en scène, on m'a tendu une enveloppe contenant un chèque, les honoraires de mon intervention. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste et il était l'heure de commencer. Sonny, Henry et moi sommes entrés en scène. L'amphithéâtre peut accueillir plus de 4000 personnes. Toutes les places n'étaient pas occupées, mais il y avait beaucoup de monde. Nous avons été brièvement présentés par Sonny, qui s'exprimait à un pupitre placé à gauche de la scène. J'étais assis à droite. Le public applaudit chaleureusement. Je me souviens d'avoir levé la main pour le remercier. À cet instant, du coin de mon œil droit, et c'est bien la dernière chose que mon œil droit aura perçue, je vis l'homme en noir foncer vers moi en descendant l'allée située du côté droit des sièges. Vêtements noirs, masque noir sur le visage, il arrivait menaçant et concentré, un véritable missile. Je me levai, le regardai approcher. Je n'ai pas tenté de fuir. J'étais pétrifié. Il s'était écoulé 33 ans et demi depuis la fameuse condamnation à mort prononcée par l'ayatollah Rouhollah Khomeini contre moi et tous ceux qui étaient impliqués dans la publication des versets sataniques. Et pendant ces années, je l'avoue, j'ai parfois imaginé mon assassin se lever de quelque assemblée publique ou autre et foncer vers moi exactement de cette façon. Aussi, ma première pensée quand je vis cette silhouette meurtrière se précipiter vers moi fut « C'est donc toi. Te voilà ». On raconte que les dernières paroles de Henry James ont été « Elle a donc fini par venir, la chose distinguée ». La mort venait à moi également. Mais elle ne m'a pas frappé comme une chose distinguée. Je l'ai trouvée anachronique. Ce fut ma seconde pensée. Pourquoi maintenant? Vraiment? Il s'est passé tant de temps, pourquoi maintenant, après toutes ces années? Le monde était assurément allé de l'avant et cette question était réglée. Et pourtant, ici, approchant à toute vitesse, il y avait une sorte de voyageur temporel, un fantôme meurtrier surgi du passé. Je me tenais là, je le regardais, cloué sur place comme un stupide lapin ébloui par les phares. Puis il m'atteignit. Je n'ai jamais vu le couteau, ou du moins je n'en ai aucun souvenir. Extrait de Le couteau de Salman Rushdie. Il était essentiel que j'écrive ce livre, a dit Rushdie, une manière d'accueillir ce qui est arrivé et de répondre à la violence par l'art. Vous écoutez Des livres plein les oreilles. Clotilde Sey au micro de Canalem qui produit ce balado Des livres plein les oreilles et c'est le temps de retrouver l'amie Faline Bobier de Caeb. Salut Faline. Hey, salut Clotilde, ça va? Ah oui, ça va très bien. Ben, surtout à l'idée de vous réentendre à cette émission, nous proposer des livres accessibles aux personnes qui ont besoin du livre audio, pour qui ce n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité. Et voilà, alors je vous ai demandé, alors est-ce que vous viendriez une fois de plus nous en parler? Tout de suite, vous m'avez dit, oh que oui, et vous voilà. Oh oui, oui, ça me fait plaisir, oui. Bon, mais merci infiniment, Faline. Aujourd'hui, 3 livres que j'aimerais bien que vous nous présentiez. Je vous laisse aller. OK, très bien. On commence par Alors, le japonais, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon. Alors, c'est un livre, un printemps au goût de mochi, la librairie du vendredi, par Sawako Natori. Alors, il faut dire, je ne savais pas du tout ce que c'était le mochi, mais j'ai cherché. Donc, c'est une pâtisserie japonaise à base de pâte de riz gluant. C'est présenté généralement sous la forme de petites boules. Ça peut être sucré ou salé. Okay. Et la raison pour laquelle ça se trouve dans le titre, je pense, c'est parce que
dans cette petite librairie du vendredi, il y a aussi un café ou salon de thé où on sert toutes sortes de plats aux gens qui viennent chercher des livres. Ah, Et le livre, c'est vraiment charmant. oui, Elle a écrit 3 autres après ce premier volume. Et c'est... donc, l'idée, c'est qu'il y a cette petite bibliothèque, ça se trouve dans une gare rustique au nord de Tokyo. Uh-huh. Et ce qui est original avec la librairie, c'est que vous arrivez à trouver exactement le livre dont vous avez besoin au moment voulu. Donc, dans ce livre, c'est l'histoire d'un jeune étudiant, Fumiya, qui cherche depuis longtemps un livre pour son père qui est malade. Donc, il entend parler de cette librairie, il part et il est assez sceptique en arrivant. Il ne pense pas qu'il va pouvoir trouver ce livre tant cherché, mais il va se rendre compte petit à petit que une fois que vous entrez à la librairie, c'est comme si vos problèmes, les mots du quotidien, tout ça, ça part. Et c'est un peu comme par la magie. Oui, ça me demande si c'est pas la librairie du moment présent, du ici et maintenant. C'est parce que rien que ça, trouver le livre dont vous avez besoin là, maintenant, tout de suite pour vous faire du bien, c'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire... oui, c'est vrai, oui. Ouais. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que donc il y a 4 romans, et dans chaque roman, il y a 4 chapitres. Donc, chaque chapitre, c'est une personne différente qui cherche un livre. Donc, c'est toutes sortes de livres de tous les genres, mais ce sont des livres qui existent vraiment. Ah oui? Donc, c'est peut-être aussi une bonne façon de trouver votre prochaine lecture aussi. Ah, c'est sympa, ça. Donc, mais finalement, si je vous comprends bien, c'est comme des nouvelles au sein du livre, parce que chaque histoire pourrait être considérée comme une nouvelle, non? Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Oui. J'aime bien, quand je prépare la recherche à cette émission-là, aller voir ce qu'en pensent les lecteurs ou les auditeurs. Et là, il y a une personne sur Babelio qui écrit « J'ai toujours trouvé que les Japonais avaient une manière bien à eux de s'exprimer. Leurs textes sont plus poétiques, plus chantants, et ils sont capables de s'exprimer avec peu de mots, ce qui rend leur roman puissant. Parfois, c'est assez déroutant. Néanmoins, j'ai trouvé celui-ci plus accessible que les autres et c'est dans l'air du temps. Si vous me le permettez, Faline, je voudrais qu'on écoute ensemble un extrait de Un printemps au goût de Mochi. C'est comme ça qu'on dit? Je pense, oui. On écoute. La passerelle de la gare de Nohara s'avérait néanmoins plus impressionnante que le laissait présager son apparence et l'atmosphère du quai. D'aspect robuste, elle était bien éclairée, bien chauffée, et une librairie, en effet, y prenait place face aux escaliers donnant sur les voies. La fameuse librairie à l'intérieur de la gare. J'ai accéléré le pas pour m'en approcher. Par chance, les portes automatiques et la devanture de verre en laissaient voir l'intérieur. J'ai ralenti l'allure pour y jeter un coup d'œil. Rien de spécial n'a attiré mon attention, un établissement semblable à tant d'autres. Des tables ensevelies sous les livres côtoyaient quelques étagères massées ensemble dans un espace modeste, mais pas confiné. À en juger par la place disponible et le nombre de rayonnages, l'endroit devait se limiter à proposer les succès du moment, les œuvres adaptées au cinéma ou lauréates d'un prix littéraire, les mangas populaires et, à la rigueur, les nouveautés d'auteurs de best-sellers. Est-ce que je ne serais pas en train de perdre mon temps? Ai-je laissé échapper, anxieux, en repoussant mes lunettes sur mon nez? Pouvais-je vraiment espérer dénicher à coup sûr le livre que je voulais lire dans un endroit pareil? Peut-être avais-je simplement accordé trop de crédit à l'une de ces légendes urbaines dont la toile a le secret. J'atteignais l'extrémité de la devanture quand la fatigue de ce modeste voyage s'est fait sentir, me forçant à m'adosser contre le mur couleur crème. Quel genre de commerce se trouvait donc de l'autre côté?
Chronique, vraiment, c'est une chronique pour la lecture, comment facile, mais pour la lecture qui fait du bien, quoi. C'est marrant parce que en première partie de cette émission-là, j'ai parlé d'une librairie à Gaza. Et là, aujourd'hui maintenant, on est dans une librairie au Japon. J'aime bien quand les choses comme ça sont reliées les unes aux autres, sans que vous le sachiez, chère Faline, parce que je ne vous l'avais pas dit. Bon, on change d'époque, on change de style pour le prochain livre. Complètement. À quelque chose de beaucoup plus grand dans un sens. C'est le dernier livre de Ken Follett, Le Cercle des jours. Alors, probablement que les gens qui sont à l'écoute connaissent ou ont peut-être lu des livres de Follett, qui est vraiment, je dirais, le maître incontesté du roman épique, un peu, roman historique. Et dans ce cas-ci, c'est roman plutôt préhistorique, parce que il s'agit de Stonehenge, donc c'est 2500 ans, je crois, avant notre époque. Donc c'est vraiment la naissance d'une légende. Et on lui a demandé pourquoi il s'est penché sur Stonehenge pour écrire ce livre. Et il dit, je m'intéresse à Stonehenge depuis que j'en ai entendu parler, quand j'étais enfant. Et il a lu un livre, How to Build Stonehenge, par un archéologue. Donc, il s'est penché sur, évidemment, les difficultés, c'est-à-dire comment construire un monument de cette grandeur avec la technologie qui existait à l'époque. Il n'y avait pas de roues, il n'y avait pas de harnais pour les animaux de trait. Donc, la seule manière de déplacer les grosses pierres de Stonehenge, qui provenaient de 30 kilomètres de l'endroit, ça aurait été de les tirer avec des cordes. Donc, ça prenait des centaines de personnes pour participer. Donc, c'est vraiment, en partie, c'est cet aspect-là qui l'a intéressé. Oui, je pense. Parce que Stonehenge, il faudrait peut-être qu'on le rappelle, c'était une sorte de cercle de pierre. Oui, c'est ça, hein, dont j'ignore un peu d'ailleurs le diamètre, et c'est dommage, mais et ce cercle de pierre-là, on l'avait construit pour pouvoir compter les jours et pour y accueillir les saisons. Et oui, bon, alors, hein, c'est bien ce que vous avez... je pense que, c'est-à-dire les raisons ou la raison pour laquelle ça a été construit, on ne sait pas vraiment, même aujourd'hui. Donc, comme il dit, on essaie de deviner. Donc, c'est ça. Est-ce une horloge, un calendrier solaire, un temple païen dédié au soleil. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais je crois que c'est toujours un mystérieux dans ce sens-là. Ce qu'on sait quand même, c'est que dans ce cercle-là, qui au début était en bois, c'était apparemment un lieu de cérémonie où il y avait des prêtresses qui venaient saluer le soleil. C'est ça. Et un des personnages principaux dans le livre, c'est une de ces prêtresses qui est visionnaire. Donc, mais tout ça, ce sont des personnages imaginaires, bien sûr. Mais donc, il essaie d'imaginer comment ça aurait pu se passer. Donc, c'est fascinant dans ce sens-là. Oui, hein? Alors, Ken Follett, qui nous avait fait rentrer dans l'univers des tailleurs de pierre de cathédrale avec les piliers de la terre, on s'en souvient. Là, cette fois-ci, il nous fait rentrer dans l'univers de Seft, qui est un tailleur de silex, qui vont être utiles, évidemment, à la construction de Stonehenge. Je vous propose un extrait. Je ne me souviens plus bien, mais je pense que c'est au tout début. On n'est pas encore dans la construction, on n'est pas encore dans tout le mysticisme qui entoure cette construction-là, mais on va faire connaissance de ce tailleur de silex et de ses fils. Il était le bébé de la famille, mais aussi le plus intelligent. 2 raisons pour lesquelles il lui en voulait. Leur père n'intervenait jamais. Il semblait même prendre plaisir à voir ses fils se quereller et se battre. Lorsque Seft se faisait rudoyer, Cog lui intimait de s'endurcir. À mesure qu'ils avançaient, Seft commença à souffrir sous le poids de son panier malgré son système d'attache. En regardant les autres, il lui sembla qu'il n'avait pas l'air aussi fatigué que lui. C'était curieux, car il était aussi fort qu'eux. Pourtant, il ruisselait de sueur. À en juger par le soleil, il était midi lorsque Cog annonça qu'il pouvait se reposer.
Ils s'arrêtèrent sous un orme et posèrent leur panier. Bien trop vite, Cog déclara qu'il était temps de se remettre en route. Seft s'apprêtait à ramasser son panier quand, après y avoir jeté un coup d'œil, il hésita. Les silex provenant des filons souterrains étaient d'un noir profond et brillant. Ceux qui se trouvaient dans le panier de Seft avaient été partiellement travaillés par son père. Déjà dégrossis, ils étaient un peu plus légers à transporter. Ils avaient également plus de valeur pour un tailleur de silex expert qui leur donnerait leur forme définitive. En y regardant de plus près, Seft eut l'impression que son panier était plus rempli que lorsqu'il était parti. Était-ce le fruit de son imagination? Non, il en était sûr. Il se tourna vers ses frères. Olf souriait et Cam ricanait. Extrait de Le Cercle des Jours de Ken Follett qui nous est présenté par notre amie Faline Bobier de Caeb. Et puis, alors là, on revient dans quelque chose de contemporain. Local, oui. Et de souriant. C'est La vieille qui court de Catherine Saint-Germain. Oui, alors je n'avais pas entendu parler de cette autrice, mais c'est son premier livre. Et apparemment, elle habite une petite ville que je connais pas au Québec, Waterville, ou Et donc c'est son premier livre, et elle s'est inspirée par quelqu'un qu'elle a rencontré dans sa propre vie. Oui. Donc l'histoire qu'elle crée, c'est La vieille qui court. Il s'agit d'une femme de 96 ans, Madeleine Desroches, qui refuse d'aller vivre en résidence. Donc, complètement. C'est quelqu'un aussi qui se retrouve au début de la maladie d'Alzheimer. Okay. Donc, sa mémoire est en train de se perdre un peu. Mais pour qu'elle puisse rester chez elle et ne pas aller en résidence, sa famille engage une jeune femme pour l'accompagner. Et donc, c'est un peu l'histoire du rapport entre les deux. Et Catherine Saint-Germain, apparemment, dans sa petite ville de Waterford, travaillait aussi au centre communautaire. Okay. Et elle-même, pendant 3 ans, a accompagné une femme qui souffrait justement d'Alzheimer. Ouais. Donc, elle voulait montrer un peu comment, c'est-à-dire les difficultés, évidemment, mais aussi comment les personnes plus âgées pourraient insister qu'ils veulent continuer à vivre, à expérimenter la vie. Et aussi, dans ce livre, Madeleine, la vieille femme, va raconter son passé. Oui, puis elle va la soutenir. Elle va soutenir cette jeune Caro qui elle-même veut faire de la course et elle est encore assez en forme pour lui raconter comment ça se passe et tout ça, je pense, au sein du livre. Oui. Donc, dans sa jeunesse, elle faisait des marathons à New York, à Los Angeles, à Montréal. Attendez, elle a commencé à 60 ans. Quand on dit dans sa jeunesse, elle n'a pas commencé à 20 ans. Non, vous avez raison, oui. Et ça aussi, ça peut nous donner de l'espoir. Oui, ça peut nous donner peut-être le coup de pied aux fesses pour aller marcher un jour de pluie. Allez, on écoute un petit extrait de La vieille qui court. Rappelez-moi, c'est Catherine Saint-Germain, je pense, qui a écrit ça. Allez, oui, c'est ça, Catherine Saint-Germain. On écoute. Ah, salut, je t'avais pas vu. Viens t'asseoir. Ton dos est à plat sur le matelas et tu as remonté avec élan tes jambes sur le mur du fond. D'une main, tu agrippes ton orteil, étires ton mollet, soupires. De l'autre, tu me fais signe de m'installer à tes côtés, dans un rayon de poussière brillante. T'es une acrobate centenaire en jaquette blanche. C'est bon pour les varices, ça, Caro. Si on veut faire le marathon, faut se garder en forme. Toi puis moi, on va les battre, les Américaines. Tu penses que je vais mourir bientôt? Watch out, tu pourrais être déçu. Depuis que je suis mère, j'aime la course. Je cours 30-40 minutes, rarement plus. J'ai pas de planification, jamais d'itinéraire précis, surtout pas d'objectif de vitesse, ni d'intention de performance. Je sors simplement de la maison et je cours. Si l'envie m'en prend, j'accélère. Parfois je ralentis, j'observe, j'écoute. Mes pensées se déposent au fil des pas, et sur le chemin du retour, je vois plus clair. Ni le vent, ni le temps qu'il fait n'ont d'importance. Un dicton suédois m'accompagne et je me plais à le répéter aux enfants.
Il n'y a pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements. J'aime la course, oui. Et un marathon? Je suis sûr que t'es capable. T'es jeune. Ça te prend juste une paire de bons souliers, puis tu pars. Quand j'ai commencé à courir, mes enfants pensaient que jamais que je serais capable de faire ça un marathon. Puis j'ai été capable. Là, c'est notre tour aux femmes. C'est notre tour, je te le dis. C'est le temps de la prendre, notre place. Je les veux avec moi, les femmes. Avec moi. Tu tournes tes chevilles, attrape ton genou droit, le ramènes sur ta poitrine, le laisses tomber sur le rebord de la fenêtre pour étirer efficacement l'intérieur de ta cuisse. Tu soupires, Jello gémit. Jello, c'est le chien. Un très, très bon choix là que vous nous avez apporté, ce livre japonais, très, très exotique, mais en même temps qui se rapproche de la littérature. Le Cercle des jours, qui est un livre d'aventure, et puis La vieille qui court, un livre qui nous fait sourire et qui nous fait même peut-être rajeunir. Merci beaucoup, Faline Bobier. Un plaisir de vous retrouver. Et, ouais. On Et se à la retrouve prochaine. le mois prochain. À mon avis, ça va sentir Noël à ce moment-là. Oui. Préparez-vous. C'est une Ok, façon de très vous bien. dire préparez-vous. Ok. Merci. Allez, merci beaucoup, Faline. Au Au revoir. plaisir. Bye bye. Et alors, par le plus grand des hasards, je pense qu'on va rester à Tokyo. Est-ce possible? Bon, avec ce livre qui s'appelle La forêt de flammes et d'ombre. Oui, on est à Tokyo en décembre 1944 avec un jeune peintre qui s'appelle Ren Mizuki qui va rencontrer deux autres étudiants qui partagent sa passion pour la culture, pour l'art en général, dont la peinture. Il va aussi rencontrer Yuki qui est et un autre garçon qui est un violoniste qui est promis à une autre carrière. Bref, ces jeunes-là vont vivre par et pour la culture. Sauf que Ren, en 1945, est appelé en Mandchourie dans l'enfer des combats, dont il va revenir défiguré et mutilé. Il ne pourra plus jamais tenir un pinceau. Alors, ce qu'on appelle la forêt de flammes et d'ombre, c'est cet énorme triptyque qu'il va réussir à peindre malgré tout, malgré les blessures et malgré la douleur, et qui vont lui rappeler constamment les horreurs de la guerre qu'il aura vécue. Le petit extrait qu'on va entendre, c'est relativement au début, ça nous présente un peu le personnage, mais là, ce n'est pas vraiment représentatif de ce que va vivre ce peintre. C'est un petit peu dommage, mais au moins, ça nous met dans l'ambiance. Extrait de La forêt de flammes et d'ombre d'Akira Mizubayashi. Ren s'apprêtait à partir. Il venait de faire une assez longue promenade matinale avec Anna. Celle-ci, assise, ses oreilles triangulaires dressées, regardait le jeune homme avec toute son attention. La chienne, tête légèrement penchée vers la droite, cherchait à comprendre les mots de son compagnon préféré. Ren lui disait qu'il serait absent toute la journée jusqu'à 5 heures et qu'il était impatient de la retrouver pour faire la promenade du soir. Il dit au revoir à son oncle et à sa tante, qui, assis sur leurs talons autour d'une table basse ronde, n'avaient pas encore fini leur petit déjeuner. Anna suivit Ren jusque dans le vestibule. Le jeune homme caressa la tête de l'animal avant de refermer la porte coulissante. Anna soupira, puis se coucha, les yeux fermés, la tête posée sur ses pattes de devant. L'année 1944 touchait à sa fin. Le volume des courriers augmentant considérablement avec les vœux de Nouvel An, la Poste faisait appel temporairement à une jeune et abondante main-d'œuvre pour le tri et la distribution des envois postaux. Sachant qu'il n'irait plus à son école, il était assistant étudiant aux Beaux-Arts dans la section de peinture à l'huile, pendant la seconde moitié de décembre, et qu'en plus, le travail était assez bien rémunéré, il avait proposé à la Poste ses services. Il avait été accepté, et ce jour-là, le 17 décembre, c'était son premier jour en tant qu'agent de tri et de distribution. Lorsque Ren arriva au centre de tri postal du district de Ueno vers 8 heures du matin, il fut introduit dans une salle de réunion au milieu de laquelle était disposée une immense table vide. Il y avait déjà une vingtaine de personnes assises,
des garçons aussi bien que des jeunes filles, attendant dans un silence absolu le début de la réunion d'information qui devait être animée par le chef du service. Un homme entra, petit, trapu, avec un visage large, aux pommettes saillantes, quelques rares cheveux dissimulaient en vain sa calvitie avancée. Après quelques mots d'introduction sur l'importance du travail de postier dans la conjoncture difficile de la guerre sacrée, il entra dans l'explication des tâches qui incombaient au personnel intérimaire. Les jeunes recrues, tous étudiants, furent divisés en 8 groupes de 3. Ren se trouvait avec un garçon de son âge, mais qui avait encore l'allure d'un lycéen, et une jeune fille de 2 ou 3 ans sa cadette, probablement. Les groupes se dispersèrent, conduits par 2 instructeurs surveillants. Celui du groupe de Ren, un homme d'une 40aine d'années peu loquace, mais assez souriant, les emmena vers une salle de travail de dimension comparable à celle d'une classe de dessin aux Beaux-Arts. Là, chaque groupe devait travailler debout autour d'une table où étaient posés plusieurs grands cartons verts vides et un autre, immense, mais peu profond, de couleur jaune, rempli à ras-bord de toutes sortes d'envois postaux. Le travail consistait à puiser le courrier dans le jaune pour le mettre dans un des verts, différenciés selon certains critères de division territoriale. Il s'agissait de la première étape de classification. La suivante serait assurée par des employés qualifiés devant leur bureau de tri. La tâche était donc assez simple et mécanique. Une fois habitués, ils s'en sortaient fort bien et travaillaient de plus en plus vite. Lorsque le carton jaune était vide, quelqu'un en apportait un autre débordant de lettres, de cartes postales et de petits paquets. Ils continuèrent ainsi, à un rythme soutenu, jusqu'à midi, l'heure à laquelle les intérimaires étaient invités à prendre une pause. Précédé de ses 2 autres collègues, Ren retourna dans la salle de réunion. Et c'est alors qu'il remarqua que le garçon boitait sensiblement. Alors, comme je vous le disais, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce Ren en question, s'il trouve son passage à la poste insipide, va trouver son passage à la guerre terriblement difficile, douloureux, voire insupportable. Et je vous ai parlé d'un triptyque quand il revient et qu'il parvient à combattre le lourd handicap qui l'accable parce qu'il est blessé pendant une bataille. C'est pas du tout un triptyque, c'est 15 tableaux. Et c'est l'ensemble de ces 15 tableaux-là, c'est vraiment une œuvre monumentale qui s'appelle « La forêt de flammes et d'ombre », le titre du livre de Mizubayashi. Et c'est vraiment une représentation fantasmée de la bataille qui a transformé son existence et, bien évidemment, son corps. Voilà, c'était lu par Jennifer Decker. Tiens, pour finir l'émission, pourquoi pas un petit sourire enfantin? Je vous propose de retrouver Ali. Je dis je vous propose de retrouver parce que peut-être que vos enfants ou vos petits-enfants la connaissent, Ali. Il y a déjà 6 livres, 6 tomes qui existent de cette série qui s'appelle Le Carnet d'Ali, où on retrouve cette gamine qui n'a pas la langue dans sa poche. D'ailleurs, la plume de Meg Cabot qui écrit ça est assez pétillante, merci. Alors, on nous dit que c'est une réflexion assez intelligente sur l'entraide, sur l'importance d'apprendre aussi de nos erreurs et de nos expériences passées. Alors, Ali, dans ce petit livre-là, se réjouit de participer à sa première sortie scolaire. Mais là, c'est pas ce qu'on va entendre. Là, on va entendre quand elle va sortir avec son grand-père pour aller acheter quoi? Un cellulaire. Bon, eh ben, moi je file. Et je conclus. À plus. Attends, Ali, m'a rappelé maman avec sévérité. Où as-tu l'intention d'aller? Je te l'ai dit, au centre commercial pour acheter un téléphone portable. Tu peux pas dire non parce que je vais le payer avec mon argent de poche. Moi aussi je veux un portable, a hurlé Kevin. Moi aussi, a aussi hurlé Marc. C'est injuste. Ça suffit, s'est écriée maman. Les mamans ne crient pas souvent, mais quand elles s'énervent, il vaut mieux renoncer à désobéir. C'est une règle. Vous allez vous calmer, a-t-elle enchaîné. Elle a pointé son index sur moi. Tu connais les règles, Ali. Pas de téléphone portable avant ton entrée en 6e. Mais, maman! Je m'y attendais un peu, mais quand même. Telle est notre décision jusqu'à ce que tu deviennes plus raisonnable et responsable. Mais maman! ai-je répété. J'ai prouvé que j'étais responsable. C'est mon argent.
Je l'ai gagné en relevant le courrier de monsieur et madame Aronoff et avec mes corvées à la maison. J'ai le droit de dépenser l'argent que j'ai gagné comme je veux. C'est une règle. Ça devrait au moins en être une. Non, Ali. Pas si papa et moi en avons décidé autrement. J'ajoute que tu as manipulé ton oncle afin qu'il te conduise au centre commercial pour faire un achat que nous avons interdit. Ça n'est pas ce que j'appelle une attitude responsable. Ah bon? C'était quand même mon argent, et puis j'avais demandé la permission. Oncle Jay a baissé les yeux vers moi. Ce n'était pas de sa faute si mon rêve s'écroulait. Il avait été solidaire. Il m'avait proposé de me conduire au centre commercial, avec sa camionnette de livraison de pizza qui sent toujours bon le pepperoni. Enfin, si et seulement si, papa et maman étaient d'accord. Désolée, ma belle, A-t-il conclu. ce sont les règles. Oui, ai-je marmonné. Des fois, les règles sont débiles. Pardon, Ali? A demandé maman d'une voix sévère. Non, rien. C'est vrai, quoi. Ça ne suffisait pas de relever le courrier des voisins pendant une tempête, d'élever un chaton ou d'accompagner son petit frère de 6 ans à l'école et de le ramener? C'est drôle. J'étais assez responsable pour qu'on me confie ces missions-là, mais je ne l'étais pas assez pour dépenser mon argent que j'avais gagné et acheter ce que j'avais envie ou ce qui était indispensable à ma vie. Quand mes parents jugeraient que je serais assez responsable? Quand je serais en 6e? C'était dans 2 ans. Ils auraient pu dire jamais que ça aurait été pareil. C'est la voix, une seule voix, de Camille Donda qu'on vient d'entendre nous lire le carnet d'Ali, tome 6. C'est ainsi que s'achève l'émission. Merci Mathieu Tessier, je m'appelle Clotilde Sey et je vous dis à la semaine prochaine.